avec Christophe Guillotot, qui est le président du département. On s'est rencontrés au printemps, président. On a parlé de l'événement et de son contenu. Et assez vite, on a évoqué deux sujets avec vous. Et je vais les prendre dans l'ordre. Rappelez simplement que vous êtes le président du conseil départemental depuis avril 2015. Et juste avant que vous preniez les commandes, donc la métropole a été créée. Et tout d'un coup, votre département de 6 000 fonctionnaires est devenu un département de 2 000 fonctionnaires. Et vous avez pris les commandes à ce moment-là, ce qui était quand même un traumatisme pour l'organisation, on va dire. Et vous décidez à ce moment-là, dans votre organisation, vous savez qu'un département, une collectivité locale a des délégations, et le président délègue ses pouvoirs à un certain nombre de gens qui gèrent beaucoup de dossiers. Et vous décidez que la délégation aux ressources humaines, vous n'en faites pas. Donc vous devenez DRH du département, si je peux dire. Alors d'abord, pourquoi vous avez pris cette décision et comment vous avez vécu tout ça? Bonjour à tous, je voudrais vous saluer tous et puis je reconnais dans la salle ceux qui étaient hier soir à la Fondation de Fourvière. Peut-être qu'une similitude en ce qui se passe ici et la soirée d'hier soir. Voilà, loi de Maptan et nôtre, 2015, font du département du Rhône une structure expérimentale. Cette durée était c'est lui l'ancien directeur, c'était la seule en France. L'expérimentation s'est arrêtée. On passe d'un budget de 1,7 milliard à 600 millions, on passe de 57 cantons à 13 cantons. Et comme vous l'avez dit, on passe de 6 000 agents à 2 000. Donc ça laisse des traces. Et quand vous gagnez, quand vous prenez une structure particulière dont je reviendrai sur le fonctionnement et ce qu'elle était quand on l'a trouvée, il faut rassurer le personnel, les agents qui sont ici, qui restent. Certains sont restés parce qu'ils étaient obligés de rester, puis d'autres par choix. Et je pensais que le président devait prendre cette vision, je dirais, du redéploiement, parce que c'est quasiment sur le territoire du Rhône, sans la métropole, une centaine de sites qu'on ferme. Donc c'est réaffecté, réorganisé entre le central et les territoires, les collèges, ce qu'on appelle les maisons du Rhône, les centres techniques, c'est donné. Et une des premières interrogations des agents du département, c'était de dire, est-ce qu'on va rester ? Parce qu'il se trouve qu'on est à la préfecture, mais peut-être que certains ne le savent pas, la préfecture appartient au département. Comme on est des gentils garçons, on loge le préfet, plutôt la préfète actuellement. Vous avez bon cœur. Voilà, en fait c'est la loi. Certains ont décidé de se séparer comme à Marseille, nous on est restés, en plus il y a un côté pratique. Voilà, donc c'est donner ce sens et d'avoir cette vision de construction à partir du moment où on reconstruit tout. Je rappellerai pour ceux qui le savent pas, quand on arrive, on a 600 millions d'emprunts toxiques à 21%. 600 millions à 21%. Oui, indexé sur le franc suisse. C'est bien. On a 21 millions de dettes à l'EPAC, 42 millions de budget à Sincère et 100 millions d'engagements aux collectivités qui n'ont pas été donnés. Vous auriez été dans ce cas-là chef d'entreprise, je pense que vous auriez eu la brigade financière depuis très longtemps. Il a fallu d'abord payer les dettes, il a fallu pour pouvoir fonctionner sur ce mandat-là. Mais c'était aussi dire les choses aux agents du département et construire avec eux ce réaménagement. Je vous dis, fermer 100 sites pour des raisons d'économie, et en plus parce que certains n'étaient plus sur le territoire du Rhône, puisque la métropole a pris les compétences du département, et nous, on a gardé les nôtres sans l'économie qu'on a laissée à la métropole, qui a pris les mêmes compétences que la région sur ce sujet. C'est assez technique, c'est la seule expérimentation qui s'est faite dans le département en France, et je dis heureusement. Donc voilà pourquoi j'ai pris les RH, quelque chose que je ne connaissais pas, si vous voulez, sur le fond. Moi, j'étais législateur pendant longtemps, je connais quelques textes, mais l'humain l'a emporté. Et à partir de là, j'ai créé un dialogue avec les syndicats, parce qu'on est dans une structure qui est très syndiquée. On a deux plots très syndiqués. Tout le social qui est à la main de la CFDT et toutes les routes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Depuis ce matin, j'ai eu 4 accidents. C'est 24 heures sur 24. Et là, qui est à la main de la CGT. Et j'ai créé avec eux ce dialogue, cette concertation. Donc je fais toutes les négociations syndicales. J'en ai passé hier toute ma matinée pour les promotions, pour les grades, pour la réorganisation sur les territoires. J'hésite pas sur les fêtes d'été avec les agents, à aller boire les bières avec les gens de la CGT. Ça compte. C'est créer ce lien, c'est important.
avoir une vision. Autrefois, ce n'était pas le président qui gérait les RH, c'était un vice-président et en plus qui ne faisait pas toutes les commissions, qui laissait parfois à la main du directeur. Parce qu'une collectivité, ce n'est pas une entreprise comme la vôtre. Une collectivité, il y a deux chefs. Il y a celui qui est là, dit transitoire et précaire, c'est l'élu. Transitoire et précaire. Et puis, il y a le directeur qui est là, qui est ici, qui est lui le vrai chef. Ça, j'ai compris. J'ai compris qu'il avait beaucoup de pouvoir. Moi, je donne du sens et lui, il met en action. Les élus donnent du sens et le mot sens a beaucoup été employé. Et je crois que les collectivités, pardonnez-moi, elles sont le reflet, leur fonctionnement de leurs élus. Moi, je connais des élus qui sont tristes comme des bonnets de nuit, qui ont des collectivités qui sont tristes comme des bonnets de nuit. Vous êtes gay, vous? Comment? Vous êtes quelqu'un de gay? Ça dépend comment vous l'écrivez. J'ai pas de. Et puis il y a ceux qui sont modernes et voilà, c'est autre chose, qui ont des visions différentes. Et je crois qu'on fait plus de la politique maintenant comme on la faisait il y a 10, 20, 30 ans. Il y a une évolution et ça va très vite. La crise Covid, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, a complètement modifié le fonctionnement. Le télétravail, c'est pour ça que je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Selon où on habite, le télétravail n'est pas la même chose. Moi, j'ai voulu mettre le télétravail dès que je suis arrivé. Heureusement. Mais qu'est-ce que je n'avais pas entendu de la part des syndicats? Mais heureusement qu'on l'avait mis en place. Parce que quand il a fallu le faire lors de la crise Covid, on a été abandonnés par tout le monde. L'État nous a abandonnés. On avait cette espèce de croque-mort là, qui parlait tous les soirs à la TSF et qui nous expliquait « vous allez voir, demain, ça va aller mieux ». Mais il a fallu travailler, il avait eu faire fonctionner. Et un département, 56% de son budget, c'est le social. Le social, c'est avant le carnet de naissance jusqu'à la fin de vie, en passant par le handicap. Et crise Covid ou pas crise Covid, il faut s'occuper de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants qui ont besoin, je veux dire, de la main tendue, qui ont besoin, je veux dire, de la structure qui s'occupe d'eux. Voilà, c'est une vision différente. Et dans cette réorganisation qui a été celle du département du Rhône, je pensais que c'était utile d'avoir, je dirais, que ce soit le président. Moi, j'ai une chance extraordinaire qui est quand même un malheur, c'est qu'on a tellement fait un bon premier mandat qu'au deuxième mandat, on a gagné tous les cantons. Et de ne pas avoir d'opposition, c'est agréable, mais c'est fortement triste. C'est vrai. On a besoin des échanges quand même. Et c'est pour ça que les syndicats le savent. J'ai une question pour vous. Vous parlez des cantons qui changent de couleur. Et pour nous, je pense, quand on vient de l'entreprise, on se pose toujours la question de la continuité du service et de la motivation des gens alors que les couleurs politiques changent. Comment ça se vit, ça? C'est-à-dire que vous avez des cantons qui basculent. Alors bon, dans votre cas, ils sont dans votre camp, mais ils peuvent être demain de nouveau dans un autre camp. Comment on assure la continuité, la motivation alors que les couleurs politiques changent? Dans le premier mandat, j'avais un canton qui n'était pas de ma famille politique ou qui n'avait pas voté pour moi. Ils ont été traités comme les autres. Moi, je ne raisonne pas en couleur politique. Du reste, aujourd'hui, les partis politiques, ça n'existe plus. Moi, je suis un vieux militant. Je sais pas de ma faute, je suis né le 18 juin. Donc, je ne voulais pas changer. Ça oblige. Voilà. Vous imaginez dans quelle famille politique je peux être. Mais c'est mieux que le jour de Waterloo. Je regarde, oui, je regarde ça de très loin. J'étais parlementaire très longtemps. J'en suis parti volontairement. Je me dis, qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que maintenant, c'est plus une Assemblée nationale, c'est une ZAD. C'est une ZAD. Bon, voilà, franchement. Mais je crois que la difficulté qu'aujourd'hui, c'est que... c'est une zone d'apaisement différée. Oui, si vous voulez. Vous dites ça parce qu'on est dans une ancienne chapelle. Non, elle est toujours. Elle est banalisée aujourd'hui, mais demain, elle reviendra chapelle. Elle reviendra. Je crois que j'ai fait la communion de ma fille ici. Vous avez bien fait. Donc, voilà. Donc, je veux dire que voilà, la politique a beaucoup changé. Les partis politiques sont en complète explosion. Et c'est aujourd'hui parfois celui qui crie le plus fort qui l'emporte, je dis, en termes d'adhésion. Voilà, on a un changement. C'est plus votre façon de faire. Oui, moi vous êtes passé à autre chose. Voilà, je regarde ça un peu dans le rétroviseur. Alors vous avez une autre casquette. Vous êtes le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Vous savez qu'en France, l'organisation des pompiers est assez complexe. À Paris et à Marseille, il y a des militaires qui tiennent ça, c'est des militaires de rang. Puis après, il y a des services publics. Et il y a aussi, comme vous le savez, en France, beaucoup de volontaires. Je pense que vous en avez dans vos entreprises. Et c'est un sujet que vous maîtrisez très bien. Vous avez des idées assez novatrices et vous portez notamment un projet sur ce sujet. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que c'est une question de sens dans la vie des gens. Je pense que quand on vient pompier volontaire... Peut-être qu'ici, il y a même des employeurs qui ont des sapeurs-pompiers volontaires et je vous en félicite. C'est un vrai débat aujourd'hui, la relation entre les sapeurs-pompiers volontaires et leurs employeurs.
En France, c'est à peu près 260 000 pour le sapeur-pompier. 13% sont militaires, c'est Paris avec l'armée de terre et Marseille avec la marine. Et puis sur les 260 000, vous avez 200 000 volontaires. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont ceux qui sont de partout. On ne pourrait pas juguler les feux de Bordeaux sans les volontaires, on ne pourrait pas faire le 14 juillet à Lyon sans les volontaires, on ne pourrait pas faire le 8 décembre sans les volontaires. Les professionnels, c'est l'ossature, c'est peut-être la colonne vertébrale, mais c'est ceux qui sont sur les territoires, ce sont les volontaires. Sauf que les professionnels sont payés au grade et que les professionnels sont payés au grade et que les volontaires sont payés entre 12 et 15 euros. On n'est pas volontaire parce que on n'est pas volontaire par conviction, par philosophie, parce que les parents l'étaient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France a certainement les meilleurs secours à personne du monde, parce qu'aujourd'hui le feu, c'est 8% des sorties. Aujourd'hui, ce qui compte, ce qui est important, c'est l'accident. Et les nouveaux risques technologiques, météorologiques, c'est aussi important. Être volontaire, c'est prendre du temps sur sa famille, sur son engagement professionnel, sur son engagement syndical. C'est aussi donner du temps. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de garder ces hommes et ces femmes. Il y a 20-30 ans, on remettait des médailles de grand ordre, 40 ans. Maintenant, l'engagement moyen, c'est 12 ans pour les hommes et 8 ans pour les femmes. Les femmes sont importantes dans le secours à personne. Lorsque vous avez des drames avec des enfants, d'avoir des femmes qui sont dans l'ambulance, c'est important. Voilà, c'est aussi ces hommes qui... Aujourd'hui, le défi, c'est de trouver, une forme de rémunération qui soit quand même plus honnête que celle-ci, de faire en sorte que les employeurs acceptent d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires et que leurs sapeurs-pompiers sortent pour faire du vrai secours ou du feu et non pas les vacations, je dirais, à la place des ambulances, parce que c'est pas leur rôle. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la guerre entre les blancs et les rouges. Ils ne sont pas là pour ça. Il faut que l'État arrête de donner des agréments à des ambulanciers qui ne font pas leur boulot, notamment sur les dialyses, sur les choses comme ça. Ça, c'est en zone là. Parce que l'une des difficultés, c'est que dans les grandes entreprises, c'est plus facile. Mais il y a beaucoup de sapeurs-pompiers qui sont confrontés à la complexité de le faire dans des PME parce que les patrons d'entreprise ne peuvent pas s'organiser forcément pour leur dire oui. Bien sûr. Et puis, vous êtes couvreur, vous êtes plombier, votre entreprise à tel endroit, vous êtes un chantier, le pompier ne peut pas revenir. C'est aussi. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est que on perd de cet engagement citoyen que sont nos sapeurs-pompiers volontaires sur les territoires, parce que le sapeur-pompier aussi, il a envie d'avoir des week-ends, il a envie aussi d'être tranquille parfois. Donc c'est une vraie organisation et ça va être un des défis, c'est faire en sorte que, par exemple, sur le Rhône, ce qui s'appelle plus un SDIS mais un SDIMS, puisqu'on est départemental et métropole, le SDIS du Rhône, c'est 187 millions de budget. C'est quand même quelque chose d'important. Vous pouvez dire l'abréviation, ce que ça veut dire ? Service départemental et métropolitain de secours. Voilà. Avant, c'était un SDIS. Maintenant, SDMIS avec Métropole. C'est quand même 7 000 agents, enfin 7 000 pompiers au total. Le total avec les volontaires et les pros. Et c'est un budget de 187 millions. Mais pour la zone hyper rurale, c'est d'avoir l'homme et la femme, je dirais, qui sont en capacité d'armer un véhicule et de partir au moment où on en a besoin. Et ça va être un des vrais défis, c'est de faire en sorte que nos sapeurs-pompiers trouvent vocation et restent. C'est ça. Alors pour y arriver, vous avez des propositions ? La proposition, c'est qu'il y a des endroits maintenant, sur des zones importantes, il va falloir armer avec des pros qu'on va mettre à disposition sur le truc. Donc ça va être un coût important. Vous avez déjà des communes comme Belleville, comme Tarare, comme l'Arbrel, où on fait monter des pros qui sont en capacité d'armer des véhicules dans la journée. C'est ça, c'est la difficulté. C'est un vrai défi, dire le secours à personne, le secours, dire tout court, le feu, d'avoir ces hommes et ces femmes disponibles quasiment 24 heures sur 24. Et puis en plus, je pense que vous avez remarqué que ces volontaires, ces bénévoles, quasiment, même si vous avez expliqué qu'ils touchaient une petite indemnité très faible, dans le sens de leur vie, au sens un peu plus large que simplement leur métier, c'est considérable parce que je pense que c'est des gens qui y trouvent un complément de compréhension de la vie qui est évidemment très fort. Oui, c'est ce que je vous dis au début. On n'est pas sapeur-pompier comme ça, c'est par hasard. C'est parce qu'il y a cette vocation attachée à son territoire, parce que les parents l'étaient, parce que il y a aussi cette... Pour certains, les d'adrénaline, il faut aussi se dire les choses. Mais voilà. Mais au bout d'un moment, puis ils avancent dans le temps, puis ils se disent, est-ce que cet engagement est juste aujourd'hui ? Est-ce que l'engagement pour lequel je me suis formé, parce que la formation d'un volontaire est exactement la même que celle d'un professionnel. Sauf que l'année passée, 12 sont partis et 12 ne sont pas revenus. Et sur les 12, c'était 10 volontaires. Donc il faut dire qu'il y a aussi un côté risque. Sur le feu, il y a un côté risque. Sur le côté explosion, il y a un côté... Voilà, être sapeur-pompier, c'est donner du temps. Donc c'est aussi un vrai... là-dedans,
les employeurs doivent aussi trouver leur compte. C'est le projet que vous portez. C'est le projet qu'on porte, c'est de voir fiscalement et financièrement comment on peut prendre au moins une partie des charges mais c'est un débat non pas avec le ministère de l'Intérieur, mais plutôt avec Bercy, qui là-dessus est assez difficile. Voilà. D'accord. Enfin, c'est passionnant. En tout cas, merci de ce témoignage. On est encore une fois très heureux de vous accueillir pour la première fois, je crois, ici. Bonne continuation dans vos missions. Et encore merci d'être notre partenaire.